Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, Madame le ministre chargé de la promotion de la femme et de l'enfant, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des victimes, des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, Monsieur le Président de la Comité Vérité, Justice et Réconciliation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je vois sur le visage de Madame le ministre chargée de la promotion de la femme la tristesse habituelle qu'elle affiche, les larmes aux yeux souvent, pendant les conseils des ministres, lorsqu'elle évoque les cas de violence faites aux femmes. Je vous avoue que souvent, nous avons tous envie de pleurer. Tellement elle le vit, elle le dit avec beaucoup d'émotion. Et hier, quand je donnais une interview sur le bilan de la transition, là, un de la rectification, vous imaginez que Madame la ministre était tellement ravie d'une nouvelle qu'on venait de lui donner qu'elle me dit que si cela est porté à la connaissance des Maliens, des Maliennes et Maliens, elle, ça lui ferait chaud au cœur et que je pourrais ne même pas m'étendre beaucoup sur le reste de son bilan. Pour vous dire comment chaque cas de violence faite aux femmes est porté au plus haut niveau du gouvernement, est porté avec beaucoup d'émotion par la ministre que le président de la transition a voulu bien chargé de cette mission. Elle m'a parvenir une note où elle me disait avec beaucoup de joie qu'elle venait d'apprendre que l'assassin de la caporale Aïché Bari, qui s'était évadé, venait d'être appréhendé de nouveau. Pour elle, c'était l'une des meilleures journées qu'elle a passées dans le gouvernement. Je voudrais la saluer ici et lui dire toute la solidarité de tout le gouvernement et tous les Maliens avec elle, parce que les violences faites contre les femmes, c'est tous les jours. Tous les jours, j'allais dire toutes les minutes. Souvent dans le plus grand anonymat. Et le discours du président de la CGVR vient nous en donner l'illustration. Mesdames et Messieurs, je voudrais à cette occasion effectivement rappeler, comme le maître de cérémonie l'a dit, que personnellement, avant d'être dans les fonctions de Premier ministre, je tenais régulièrement à venir participer aux audiences. Je le faisais pourquoi? Je ne pensais pas que j'allais être Premier ministre. Je le faisais pour comprendre certaines choses, au-delà de ce qui se dit dans la presse ou ce qui s'écrit dans les livres. Quand les victimes elles-mêmes expliquent ce qu'elles ont vécu, tout au long de notre histoire contemporaine, je venais ici écouter des victimes des différentes crises politiques, souvent des personnes qui ont vécu des drames dans l'anonymat dans notre pays, dont on ne parle pas beaucoup. Souvent des familles qui vivent les portes closes jusqu'à présent, depuis plusieurs décennies, tellement
les membres de la famille ont été traumatisés par des actes de violence, de violation des droits de l'homme qui ont été exercés sur leurs parents pour des motifs très souvent politiques. Je tenais à venir écouter les victimes pour comprendre ce qui s'est passé au-delà de ce qu'on nous dit, parce que quand vous décidez, de mon point de vue, de faire la politique, de chercher à être responsable un jour, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays profond, qu'est-ce qui se passe auprès des citoyens ordinaires. C'est pourquoi je me faisais l'obligation d'être là régulièrement. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, les charges nouvelles font que je ne pourrai pas être avec vous toute la journée parce que j'ai d'autres obligations. Je voudrais donc demander votre compréhension et votre indulgence, Monsieur le Président, des membres de la Commission et à tous ceux qui vont participer. Mais je prendrai soin, comme c'est filmé, de trouver un temps pour regarder. Parce que c'est très instructif, surtout pour les responsables politiques, tout ce qui se dit au sein de votre commission. Et je vous donne la promesse que personnellement, votre rapport final servira de livre de chevet pour moi lorsqu'il sera édité. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord me réjouir de la tenue de cette 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La régularité de ces audiences publiques témoigne de l'engagement ferme du gouvernement à promouvoir la paix et la réconciliation dans notre pays. Comme vous le savez, la paix et la réconciliation sont au cœur des priorités du gouvernement de transition. En promouvant la justice réparatrice et non la vengeance, en luttant avec vigueur contre l'impunité, l'État du Mali s'engage à tout mettre en œuvre pour renforcer les garanties de non-répétition et contre l'occurrence des crises qui ont profondément affecté le tissu social de notre pays, la cohésion nationale, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. L'audience publique qui nous réunit ce matin participe de cela, en ce qu'elle vise à rendre aux victimes leur dignité, à faciliter un début de guérison et à promouvoir l'intégration de leurs récits à la mémoire et à l'histoire nationale. Je m'associe pleinement à cet objectif dont la réalisation est attendue de tous nos compatriotes qui ont soif de justice, qui ont soif de paix, qui ont soif de réconciliation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le gouvernement du Mali soutient l'esprit de la justice transitionnelle et adhère pleinement à celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment à son article 3 qui dispose, je cite, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Fin de citation. Les libertés individuelles et collectives sont des droits chèrement acquis. Et c'est pourquoi, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du gouvernement, je tiens à réaffirmer ici notre condamnation sans réserve des droits de l'homme, quelle qu'elle soit, et notre profond attachement à promouvoir les droits de l'homme. En effet, le gouvernement accorde la plus haute attention à la problématique des devoirs et obligations qui sont au cœur des audiences publiques de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je veux parler, entre autres, des atteintes au droit à la liberté, arrestation arbitraire, détention arbitraire, enlèvement et séquestration, des atteintes au droit à la vie et à l'intégrité physique, meurtre, torture, traitement inhumain et dégradant, des disparitions forcées, des atteintes au droit à la propriété, pillage, extorsion, dégradation de biens, des violences contre les femmes, des violences
contre les enfants. Reconstruire la paix, mesdames et messieurs, à travers la cohabitation communautaire, la réconciliation nationale est une priorité vitale pour la survie de notre nation, à laquelle l'ensemble des forces vives, des acteurs politiques et de la société civile, en particulier les femmes et les jeunes, doivent s'engager résolument aujourd'hui plus qu'hier. Pour sa part, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour accompagner la communauté et les individus à aller vers le pardon et la réconciliation. C'est tout le sens de l'adoption récente par le Conseil des ministres de la politique de réparation des victimes des crises de 1960 à nos jours. Un projet de loi sur la réparation et un autre créant un organe de réparation sont en ce moment dans le circuit d'adoption gouvernementale. Mesdames et messieurs, la 5e audience publique de la Commission Vérité et Réconciliation se tient à un moment où notre pays connaît une situation sécuritaire certes difficile, mais en constante amélioration, grâce au succès éclatant sur le terrain des opérations de notre vaillante armée, que je salue au passage pour son courage, sa bravoure et aussi grâce à l'amorce du retour de l'État dans plusieurs localités. Je salue la mémoire de nos militaires victimes de la barbarie du terrorisme et celle de toutes les victimes, maliennes et étrangères, civiles et militaires. Cette audience publique se tient également à un moment charnière de l'histoire de notre pays, pleinement engagé dans une transition politique qui fait de la refondation de l'État l'un des axes principaux de l'action gouvernementale. J'ai l'habitude de dire que nous sommes dans une rupture, une transition de rupture et une gouvernance par l'exemple. Les réformes en cours ainsi que les initiatives courageuses pour la refondation sous la haute direction du président Assimi Goïta constituent des garanties sûres pour minimiser les facteurs de fragilité qui sont à la base de l'instabilité chronique, politique et institutionnelle et par ricochet à l'affaiblissement de l'État. Tous les fils et toutes les filles de notre pays sont appelés à soutenir la refondation et à donner corps à notre aspiration commune pour l'avènement des Mali nouveaux, le Mali Kura. Nous devons d'autant plus nous engager dans cette voie, car nous sommes convaincus que la construction de la paix et de la réconciliation, ainsi que l'engagement en faveur des droits de l'homme, sont une quête permanente, une lutte de longue haleine et constituent des gages pour une stabilité durable. Certes, notre pays a connu des épisodes douloureux de son histoire récente qui ont profondément affecté les rapports sociaux. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que les valeurs cardinales sur lesquelles repose notre société, telles que la fraternité, le pardon, la tolérance, la solidarité, l'entraide, le cousinage à plaisanterie, constituent des socles sur lesquels nous devons continuellement nous appuyer pour une société inclusive et de résilience où il fait bon vivre. Mesdames et messieurs, revenant sur le thème de la présente audience, il me plaît de rappeler que notre pays, dès le XIIIe siècle, la charte de Kouroukanfouka ou charte du Mandé nous enseignait déjà, je cite, « Une vie n'est pas plus respectable qu'une autre et que nul ne doit martyriser son semblable. » Fin de citation. Dans l'esprit de cette charte, je voudrais réaffirmer ici, solennellement, la volonté inébranlable du président de la transition et du gouvernement à mener une lutte sans merci contre les auteurs des violences faites aux femmes et aux enfants. Cet engagement de l'État du Mali est illustré par la prépondérante prise par notre pays dans la résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, adoptée le 31 octobre 2000,
et lors du sommet de 1990 des États-Unis de 1990 de l'ONU sur l'enfant que notre pays a coprésidé. Nous attendons avec intérêt le rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et ses recommandations pour la non-répétition des crises afin que nos populations, dans leur grande diversité, puissent construire ensemble un avenir commun, débarrassé de tout préjugé et des séquelles de l'histoire. Mesdames et messieurs, je voudrais ici saluer le courage des victimes qui ont bien voulu partager leur vécu et leur douloureuse expérience avec la nation malienne entière dans un esprit de générosité, de pardon et de réconciliation, sans que tout cela porte préjudice à la nécessaire justice qui sera rendue chaque fois que cela est nécessaire. Les souffrances des victimes exprimées dans les audiences publiques et ressenties et partagées par tous les Maliens et toutes les Maliennes, car leur vécu fait de frustration, de meurtrissure, de colère, d'abus et de violation ne saurait être exonéré par quelque raison ou prétexte que ce soit. La souffrance des victimes que nous avons entendues avec une forte émotion lors des audiences passées et celles qui seront faites au cours de la présente audience publique sont le reflet du miroir de la société malienne contemporaine. Ces souffrances sont aussi celles de tous les Maliens et de toutes les Maliennes, car l'histoire des victimes est notre histoire commune à tous. C'est l'histoire récente de notre pays que nul ne doit oublier, effacer ou nier. C'est la raison entière, c'est la nation entière, dis-je, qui est meurtrie chaque fois qu'un de nos citoyens est victime de violations graves de ses droits, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'un enfant. Nous en appelons à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour rejeter la violence sous toutes ses formes, car le Mali doit tourner cette page douloureuse de son histoire et redevenir ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une terre de fraternité, de paix, une terre d'accueil, de tolérance, de convivialité et de cohabitation pacifique. Pour ce faire, mesdames et messieurs, il nous incombe aujourd'hui plus qu'hier de nous mobiliser pour sortir définitivement notre cher pays de la crise qui l'affecte, avec sa spirale de violence et son cortège de négation des droits de la personne humaine. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais remercier les partenaires du Mali qui nous accompagnent de cet exercice difficile, mais combien nécessaire à la recherche de la vérité et la réconciliation nationale et de la paix des cœurs et des esprits. Notre présence à vos côtés et celle de plusieurs membres du gouvernement aujourd'hui est le signe de l'importance que vos pays et organisations respectifs accordent aux priorités de notre pays, au premier rang desquelles figure la refondation de l'État pour consolider l'État de droit ainsi que l'avènement des Mali nouveaux, le Mali Koura, un Mali à même de penser les plaies du passé, de garantir et promouvoir le respect des droits de l'homme, des droits de tous ses enfants, l'égalité de chance à toutes ses filles et à tous ses fils, et le bien-être économique et social. Je voudrais enfin saluer le courage et l'abnégation des organisations des victimes et des organisations de défense des droits de l'homme, qui travaillent sans relâche pour faire triompher le droit et redonner dignité, espoir aux victimes. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouverte la 5e session, la 5e audience publique de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation nationale. Je vous remercie de votre aimable attention.